Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue comme chaque vendredi dans ce Weekly Bitcoin accompagné d'Alexandre Lézet, le directeur stratégie Bitcoin chez Capital B. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Bonjour Rémi, très bien et toi? Eh bah ça va, écoute, malheureusement un bear market qui n'a pas dit son dernier mot apparemment. Juin est un peu connu pour être assez faible pour le Bitcoin historiquement. On a vu un petit retour à 61 000 dollars. Est-ce qu'il faut s'attendre à plus de volatilité? Quels éléments ont fait que le Bitcoin voilà, n'est pas dans la phase remontante qu'on aurait espéré? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Il faut toujours s'attendre à plus de volatilité sur le Bitcoin. Le Bitcoin est un actif qui a 60 à 70%, 80% de volatilité par an. Donc c'est tout à fait normal, d'une part, que le Bitcoin puisse faire plus 60 ou moins 60% à tout moment. Et donc il faut y être préparé. Il faut avoir conscience des risques de manière générale. Le Bitcoin, comme tout investissement comporte un risque de perte en capital. Ça va sans le dire, mais c'est encore mieux en le disant. Donc, je pense que c'est toujours important de savoir en tant qu'investisseur quel est le risque que l'on est prêt à tolérer, quelle est la durée du risque qu'on est prêt à tolérer, quelle est la taille d'un investissement qui peut être lié à ce risque. Et donc de l'autre côté, ce qui compte en fait, c'est la thèse d'investissement. La thèse d'investissement, c'est qu'il y a 21 millions de bitcoins, c'est une rareté absolue, c'est le seul actif au monde avec une adoption mondiale qui a une rareté absolue. Et dans un contexte d'inflation monétaire, eh bien, il y a une tendance. La tendance, c'est que il y a de plus en plus de monnaie en euros et en dollars, et que on sait exactement quelle est cette tendance. C'est 7% par an pour le dollar, et encore plus pour les autres monnaies qui sont inférieures au dollar. Et donc, eh bien, le seul actif qui, dans les 10-15 dernières années, a de manière consistante surperformé de manière annualisée l'inflation monétaire, eh bien, c'est le Bitcoin. Et il y a aussi le S&P 500, les Magnificent Seven, mais le seul actif qui réussit à faire 2 à 3 fois mieux que les Magnificent Seven par année en annualisé, c'est le Bitcoin. Par contre, cette surperformance-là sur le long terme, et c'est une performance observée dans le passé qui ne présage pas du futur, mais enfin, si, et ça c'est la thèse d'investissement, si la supply de Bitcoin, l'offre totale de Bitcoin reste à 21 millions, et bien on peut estimer, chacun peut faire cette estimation, mais ça fait 15 ans qu'il y a 21 millions, il n'y a pas d'indicateurs qui permettent de penser qu'on peut changer cette limite de 21 millions. Eh bien, si cette limite de 21 millions se maintient, alors eh bien ça dépend. Les facteurs qui font dépendre le prix, les fluctuations, sont plutôt les facteurs de marché, les facteurs macroéconomiques et les facteurs de liquidité sur les marchés. Et en ce moment, eh bien, il se trouve qu'il y a un grand facteur de liquidité sur le marché qui est un investissement massif de plus de 400 milliards de dollars, qui est relativement sans précédent, dans les infrastructures IA. Et eh bien, il y a 4 milliards de dollars qui sont partis des ETF Bitcoin, par exemple. Alors pas forcément que pour ça, mais peut-être en partie. Et puis il y a des facteurs un petit peu plus structurels. En fait, il y a des très grands acteurs dans le domaine du Bitcoin qui détiennent beaucoup de Bitcoin et qui parfois eh bien peuvent s'amuser à faire bouger le marché pour obtenir eux-mêmes plus de Bitcoin, puisqu'ils font peur à beaucoup d'investisseurs en poussant le Bitcoin vers la baisse, et puis après ils rachètent quand ça a baissé. Et de même manière, quand ça monte, eh bien ils font peur pour tirer parti de ces fluctuations de marché avec des éléments de levier et notamment les grandes plateformes d'échange, des grands market makers, faiseurs de marché. Et eh bien, ces cycles de 4 ans qu'on voit sur le Bitcoin, il y a toujours eu des raisons différentes. Il y a eu des raisons liées au cycle du Bitcoin, bien sûr, avec bien sûr l'offre de Bitcoin. Il y en a 21 millions, mais il y en a 20 millions qui ont été émis et on va aller vers 21 millions jusqu'en 2140 et cette croissance, elle diminue ce taux de Bitcoin additionnel par année est divisé par 2 tous les 4 ans pour aller vers les 21 millions alors qu'on est aujourd'hui à 20 millions. Mais effectivement, vu qu'on est déjà à 20 millions, eh bien, ce facteur-là a de moins en moins d'impact.
Par contre, ce qui a toujours de l'impact, c'est qu'aujourd'hui, Bitcoin est quand même détenu encore par 70% d'individus, de personnes privées, et 30% d'institutions. Il y a un mouvement général qui est l'institutionnalisation et qui fait qu'à horizon 10 ans, 15 ans, eh bien, on sera peut-être plutôt à 70% d'institutions et 30% d'individus et d'organisations privées. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, 70% est dans des mains privées et qu'il est très difficile de savoir que font ces individus exactement pendant les phases de marché haussière et baissière. Alors, il y a des grands indicateurs d'indicateurs on-chain qui permettent de voir quels sont les types de wallets qui bougent des bitcoins au fur et à mesure. Mais en fait, il y a aussi différentes manières pour les grands exchanges et les grands market makers de faire en sorte que ça ne se voit pas nécessairement beaucoup. Et donc, eh bien, il faut toujours s'attendre à ce que le bitcoin puisse faire moins 50% ou plus 50%. Et c'est justement en raison de cette incertitude permanente, puisque il y a une forte conviction, c'est que la tendance du Bitcoin est extrêmement haussière et qu'elle va potentiellement surperformer toutes les autres classes d'actifs. Et en même temps, il y a une grande incertitude, c'est la temporalité. À quel moment le Bitcoin va surperformer? À quel moment le Bitcoin va faire des performances qui seraient comparables au passé? Eh bien, personne ne le sait. Et c'est pour ça que la stratégie des holders de Bitcoin, comme on dit, des détenteurs de Bitcoin à long terme, c'est de ne pas essayer de timer le marché, de ne pas essayer de trouver exactement quel va être le prix le plus bas possible. Parce qu'en fait, personne ne sait jamais à quel moment le Bitcoin va se réveiller et va réaugmenter de manière significative. Il n'y a pas de certitude, bien sûr. Mais enfin, personne ne sait exactement quelles sont les orientations du prix du Bitcoin dans les prochains jours, semaines, mois et années à venir. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a une très forte tendance et que cette forte tendance, eh bien, il vaut mieux être de son côté, a priori, historiquement. Et donc, typiquement, le type de phase de marché dans lesquelles on est aujourd'hui, c'est des phases de marché où on est un petit peu dans les profondeurs du marché baissier. On commence à entrer dans les phases qu'on peut appeler de bottom, de phase de formation de prix plancher historique. Alors encore une fois, il n'y a pas de certitude. Moi, je me base uniquement sur des données historiques. Et quand on voit les données historiques, eh bien, quand le Bitcoin historiquement a baissé de moins 50, moins 70, moins 80%, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le Bitcoin, historiquement, a fait x8 à x90. Et c'est ce type d'opportunité-là que peuvent capturer les acheteurs, les détenteurs de long terme de cet actif que personne ne contrôle, qui a 21 millions d'unités. Et quand on regarde les graphiques d'expansion de la masse monétaire, eh bien on voit que la masse monétaire, elle grandit énormément, et que peu importe finalement les phases de marché, il y a de plus en plus de dollars et d'euros et d'autres monnaies qui sont créées, tandis qu'il y a la même quantité de Bitcoin, et in fine, eh bien toutes ces monnaies elles vont se retrouver dans l'actif le plus rare et le plus précieux au monde, qui est Bitcoin. Et donc, il faut s'armer de patience. Alors, en effet, donc tu parlais de manipulation, tu parlais de pattern aussi, de charte. On le voit en effet là que quand on regarde la charte du Bitcoin, on voit clairement un pattern se dessiner. On voit que la courbe était à peu près la même au bull run précédent. Donc au final, pas de boule de cristal, on peut jamais savoir si le bottom est déjà là, on peut pas prédire l'avenir, on peut pas calculer le prochain bull run. Est-ce que c'est le bottom? Est-ce que c'est une phase d'accumulation encore? J'imagine aussi que aujourd'hui, il y a aussi beaucoup plus de traders qui se tentent à shorter ou long le marché. Est-ce que ça impacte aussi cette manipulation dont tu parlais? Est-ce que des acteurs cherchent à liquider un peu des investisseurs particuliers ou des entreprises? Est-ce qu'il y a un peu de manipulation de ce côté-là, tu penses? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la manipulation. Le terme manipulation a une connotation négative. Alors, en fait, on peut appeler ça un marché libre. Et dans un marché libre, eh bien, il y a des acteurs qui fournissent de la liquidité. Il y a des acteurs qui ont une inefficience de marché. Et en profitant de ces inefficiences de marché, eh bien, ils contribuent à ce que le marché soit de plus en plus efficient.
Et donc, on a tendance à appeler un marché qui n'a pas d'autorité centrale un marché qui peut être voué à être manipulé. Et en fait, je pense qu'une meilleure manière de l'appeler, sans connotation positive ou négative, c'est un marché libre. Et dans un marché libre, eh bien, il y a des acteurs qui peuvent faire peur, liquider des positions, peuvent prendre des positions gigantesques pour faire bouger le marché dans une certaine direction, faire des opérations de trading. Et c'est exactement pour ça que les maximalistes Bitcoin, les bitcoiners convaincus et orientés long terme, ont toujours vu l'importance et communiqué sur l'importance d'avoir un horizon de temps très long. Et avoir un horizon de temps inférieur à 4 ans ou 5 ans dans tout investissement, eh bien, c'est se porter au risque du trading. Et d'autant plus sur le Bitcoin, qui est par excellence l'actif qui est le plus volatile en moyenne dans les 10-15 dernières années, en tout cas en tant qu'actif majeur. Et donc, oui, il y a des acteurs dont le rôle principal et la vocation est de tirer parti d'inefficience de marché pour gagner de l'argent. Ça ne me semble pas être un titre qui soit nécessaire pour qui soit le titre de manipulation ne soit pas très adapté. Et pourtant, il est vrai que eh bien c'est un petit peu malheureux puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs particuliers qui veulent essayer de faire un petit peu de trading, voient une petite tendance haussière sur un jour, 2 jours, 3 jours, mettent du levier et là, eh bien, il y a un acteur très important de type market maker, de type grande plateforme d'échange qui peut arriver et liquider leur position en effectivement passant des ordres très importants. Donc ça, c'est les risques du trading. Et c'est bien pour ça qu'on rappelle souvent, et je pense que ça vaut dans n'importe quel investissement, l'importance de se faire sa propre thèse d'investissement sur le long terme, d'évaluer ses propres risques et de mettre en place une stratégie d'investissement régulier. Souvent, on appelle ça le DCA, le Dollar Cost Average, c'est-à-dire de lisser le prix d'achat de ses positions en investissant au fil du temps dans le cadre de sa thèse d'investissement et de sa gestion des risques. Et donc, en faisant ça, eh bien, il n'y a pas de risque particulier à ce qu'il y ait des acteurs qui viennent essayer de liquider des positions. Et pour répondre à ta question plus précisément, oui, aujourd'hui, il y a des gigantesques positions short sur le Bitcoin. Et si on a un horizon long terme, eh bien, c'est plutôt positif, puisqu'en fait, toutes ces positions short, un jour, elles vont devoir se racheter. Et donc, toutes ces positions short, aujourd'hui, elles sont très majoritaires par rapport aux positions de levier longue, mais il existe encore des positions de levier longue autour de 50 000, 60 000, et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, en partie en tout cas, eh bien certains acteurs qui ont beaucoup de Bitcoin essayer de pousser le marché vers ces positions-là, essayer de liquider ce type de position. Et il y a un petit peu un affrontement entre des acteurs longs et des acteurs short. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est tout simplement une formation de prix. C'est une découverte du prix de Bitcoin adéquat pour le marché entre des personnes qui sont plutôt short sur le moment donné et des personnes qui sont plutôt longues. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, il y a de plus en plus de monnaie qui est créée, il y a de plus en plus de capacité d'achat de Bitcoin et les positions short se font racheter. Et quand les positions short se rachètent, eh bien, ça fait typiquement augmenter le prix. Donc, pour un investisseur de long terme, le contexte actuel est absolument parfait, puisque ça permet d'offrir une base de coûts qui est en fait plus basse, et ça permet en plus de bénéficier du moment où les positions short, qui sont très nombreuses, pourraient avoir à se racheter. Et donc, ça fait un double avantage qui est d'accéder au Bitcoin à un prix qui est 50% moins cher qu'il y a 6 mois à peu près, et en plus de ça, de bénéficier du potentiel haussier des positions short qui pourraient se racheter au moment où les choses tourneraient. Et en même temps, il y a beaucoup d'inconnus dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer avec tous les investissements dans l'IA et les IPO de l'IA? Force à celui qui souhaite prédire ce qui va se passer dans les 2-3 prochaines années sur l'IA. Les IA elles-mêmes ont du mal. Et qu'est-ce qui va se passer en termes de situation géopolitique? Qu'est-ce qui va se passer en termes
cycle macroéconomique aux États-Unis et ailleurs, etc. La seule chose qu'on sait, c'est que dans 2-3 ans, eh bien, il est très probable qu'il y ait beaucoup plus de masse monétaire. Et pourquoi ? Puisque les intérêts de la dette pour les États sont à des niveaux qui commencent à être parmi les plus élevés dans les niveaux historiques, et que finalement la seule manière de payer ces intérêts dans un contexte de déficit budgétaire, eh bien, c'est d'imprimer plus d'argent. Alors il y a d'autres options, hein, c'est d'augmenter les impôts de manière drastique et de baisser les dépenses, mais historiquement, c'est pas les deux voies qui ont été empruntées par les gouvernements, en moyenne en tout cas. Et donc, la meilleure manière de bénéficier des fruits des innovations de l'intelligence artificielle qui vont à la fin atterrir dans un nombre de plus en plus petit de mains et qui vont aller dans les actifs les plus rares, bah, c'est certainement le Bitcoin, en tout cas potentiellement. Et qu'est-ce qui va se passer si, dans un cadre de bouleversement macroéconomique, technologique, géopolitique mondial et d'endettement des États, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, probablement, il va y avoir plus d'impression monétaire. Et où va aller, in fine, l'impression monétaire ? Ben, certainement dans les actifs les plus rares et les plus précieux. Donc, le Bitcoin est finalement l'actif le plus transparent dans sa proposition de valeur et le plus adapté dans un contexte d'incertitude. Et en même temps, bien aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent à court terme à gagner, certainement, comme on a pu le voir dans les derniers mois dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et beaucoup d'investisseurs et beaucoup de liquidités se tournent aujourd'hui vers ce secteur-là. Et bien, en tant qu'investisseur, on a deux choix. Soit on investit dans un actif qui a déjà beaucoup monté parce qu'il est à la mode dans le court terme, soit on investit dans un actif parce que c'est celui qui a le plus de potentiel dans le futur et qu'il est sous-évalué sur le court terme par les autres investisseurs. Et cette voie-là, eh bien, elle peut être complémentaire, mais en tout cas, à chacun de se faire sa propre idée sur son profil d'investissement, de risque et de vision long terme. Eh ben, merci d'avoir rappelé ces quelques règles très importantes en investissement sur le Bitcoin. Donc en effet, un momentum plutôt intéressant sur le Bitcoin qui a peut-être été aussi déclenché par le fait que Michael Saylor et Strategy ont finalement vendu quelques Bitcoins. Je dis quelques Bitcoins, c'est 32 Bitcoins, mais pour eux, ce n'est qu'une petite poignée. Alors, est-ce que tu penses que déjà il y a une corrélation entre cette annonce, cette vente et du coup ce Bitcoin en baisse ? Et on en avait déjà longuement parlé, mais pourquoi cette opération elle est assez importante pour Strategy, pour le Bitcoin en particulier, et pourquoi maintenant en période baissière justement ? Alors, la réponse courte, c'est que non, il n'y a pas de corrélation directe entre la vente de 32 bitcoins pour un marché qui a une liquidité des plus importantes au monde. 32 bitcoins, ça représente 2,5 millions de dollars. Donc, c'est absolument rien du tout. En revanche, il est tout à fait possible que des acteurs qui souhaitent influencer la direction très court terme des marchés puissent bénéficier d'une annonce de vente de Stratégie pour faire baisser un petit peu les prix. Ça, c'est tout à fait possible. On rappelle que le Bitcoin est quand même en baisse de plus de 10% sur la semaine, ce qui est quand même notable. Eh bien, ça concorde avec cette annonce. Alors, entre-temps, il y a eu quand même une annonce de l'Iran que les négociations ne convenaient pas. Donc, en général, ce type de choses n'aide pas. Il est aussi possible, comme je le mentionnais, que certains acteurs aient bénéficié un petit peu de cet effet d'annonce pour faire baisser le prix. Et en fait, souvent, c'est bien le prix en bougeant qui change de narratif et pas l'inverse. C'est-à-dire que si un acteur qui est capable de faire baisser le Bitcoin de moins 5%, la narrative n'est pas forcément très positive. Et en fait, de la même manière, pour un investisseur de long terme, cette action de Stratégie est extrêmement positive pour les raisons qu'on a déjà mentionnées, mais je vais les résumer très rapidement. C'est pour accélérer le potentiel de notation d'inclusion dans les indices S&P 500 de Stratégie. 2, pour augmenter la vitesse également de la notation de crédit des instruments qu'émet Stratégie.
3 pour montrer à ses investisseurs institutionnels et individuels que Stratégie peut effectivement accéder à son bilan, ce qui est une évidence puisque c'est d'ailleurs dans tous les rapports financiers des Bitcoin Treasury Companies. La société peut tout à fait utiliser son Bitcoin. Mais là, voilà, c'était Stratégie souhaitait montrer au marché qu'en tant qu'acteur le plus grand et le plus important, il n'était pas contradictoire avec son objectif de ne jamais vendre de Bitcoin, qui est en fait un objectif, qui est de toujours accumuler plus de Bitcoin que ce qu'on vend au fur et à mesure, ou de ce qu'on n'achète pas finalement. Et donc, Stratégie ici vient montrer que une Bitcoin Treasury Company est capable, si elle le souhaite, de vendre un petit peu de Bitcoin pour répondre à ses obligations. Bon, c'est tout à fait symbolique puisqu'il s'agit de 32 Bitcoin, mais je tiens à rappeler que ça ne change en rien, en fait, le modèle de Stratégie qui est l'accumulation long terme avec un objectif justement de ne pas avoir à vendre et en même temps avec l'importance qui est que quand une société émet un produit de crédit, pour que ce produit de crédit soit apprécié à sa juste valeur par les investisseurs, eh bien, il faut que les investisseurs voient et sachent et la démonstration que la société a bien la capacité, si elle le souhaite, d'accéder à ces bitcoins. Et donc là, c'est plutôt un message que souhaitait envoyer Stratégie en disant, voilà, si besoin, eh bien, on est capable de vendre un petit peu de bitcoin. Et donc, je pense qu'il ne faut pas le surinterpréter. Il n'y a pas vraiment de message beaucoup plus important que ça ici, mis à part que Stratégie peut effectivement utiliser son stock de bitcoin pour payer ses obligations. Et c'est tout à fait normal, c'est ce qui était dans toutes ces publications annuelles, que la société a la discrétion sur l'utilisation de ses actifs, ce qui est tout à fait normal. Et bon, on rappelle que Stratégie a accumulé est passé d'environ 600 000 bitcoins à 843 000 bitcoins en l'espace de moins d'un an. Et donc, on voit bien que ici, l'objectif est double. C'est rassurer les investisseurs sur la partie du crédit pour montrer que la société eh bien, a beaucoup de bitcoin sur son bilan et que si besoin, elle y accède. Et deux, eh bien, de montrer aux investisseurs aussi en actions que la société n'a pas nécessairement besoin de recourir à l'émission d'actions pour remplir ses obligations financières. Et dans les deux cas, eh bien, il y a des avantages et des inconvénients, mais Stratégie montre que, en gros, si son action est complètement sous-valorisée par le marché, eh bien, elle pourrait opter pour utiliser son Bitcoin. Et si l'action est survalorisée, ou en tout cas a une valorisation plus importante que son Bitcoin, ou en tout cas de manière légère, eh bien, Stratégie peut utiliser son action. C'est qu'elle a la possibilité d'utiliser le Bitcoin sur son bilan. Voilà. Donc, les Bitcoin Treasury Companies n'ont jamais été aussi solides du point de vue de leur situation bilancielle. En tout cas, pour ce qui est des Bitcoin Treasury Companies qui n'ont pris que des instruments à très long terme, voire perpétuels. Bon, après, effectivement, le prix du Bitcoin est en forte baisse et les actions des Bitcoin Treasury Companies également, et même parfois plus en fonction des horizons de temps. Mais ce qui compte, et on le rappelle à chaque fois, c'est que le modèle d'une Bitcoin Treasury Company, c'est de viser l'augmentation du nombre de Bitcoin par action sur une base totale. Et comme on le rappelle, Stratégie, Metaplanet, Capital B ou encore Strive, par exemple, eh bien, toutes ces sociétés-là sont en surperformance du Bitcoin depuis le lancement de leur stratégie Bitcoin. Alors après, si on prend des temps d'horizon différents, eh bien, on peut tomber sur des résultats inverses. Si on prend depuis le top, de chacune de ces sociétés, eh bien, c'est plutôt Bitcoin moins 60 et les Bitcoin Treasury Companies moins 80, par exemple. Mais en fait, encore une fois, on rappelle que l'objectif du Bitcoin, c'est de le mesurer plutôt sur un horizon de 4 à 5 ans. Et c'est a fortiori la même chose pour une Bitcoin Treasury Company. Le succès d'une stratégie d'augmentation de Bitcoin par action a une composante qui est tout à fait importante, qui est celle du Bitcoin par action. Et donc, l'objectif des sociétés de trésorerie Bitcoin focalisées sur l'émission de produits de crédit backés, sous-tendus par le Bitcoin,
eh bien, c'est d'augmenter le nombre de bitcoins par action. Et ensuite, eh bien, le temps fait aussi le travail pour que la valorisation potentielle de ce travail se retrouve sur le marché. Mais les sociétés doivent se concentrer sur ce qu'elles maîtrisent. Et bah, merci pour ces explications, Alexandre. Alors, en effet, on voit simplement que c'est une manière de stratégie de montrer patte blanche au marché, aux investisseurs, en disant, voilà, on a dit que si besoin, on vendrait du Bitcoin, peu importe la raison, même si là, elle est pas, c'est pas une raison trésorière, c'est pas une raison pour générer du cash. Donc, opération plutôt bien faite, j'ai l'impression, et le marché a l'air d'avoir compris le message sans trop de panique finalement. Alors il y a eu quand même quelques répercussions sur les produits de crédits digitaux, justement de stratégie et de Strive aussi avec le SATA, qui se négocie sous le prix des 100 dollars. Est-ce que tu peux nous expliquer la corrélation justement avec ce mouvement, à quoi c'est dû et qu'est-ce que ça signifie pour les outils de digital credit de passer sous la barre des 100 dollars? Oui, alors on rappelle ce qu'est un produit de crédit digital. Un produit de crédit digital aujourd'hui, c'est un produit qui est émis par notamment donc une Bitcoin Treasury Company qui a vocation à fournir une performance potentielle aujourd'hui de l'ordre de 2 chiffres, hein, comme on le voit sur Strategy et Strive avec STRC et SATA, qui sont les 2 exemples les plus purs de ce modèle de crédit digital coté ici. Ces types de produits, leur valorisation est faite par le marché. Hein, donc, en fait, c'est le marché qui valorise ce type d'instrument. Et la manière dont le marché valorise ce type d'instrument, typiquement, c'est en évaluant en fait bien le risque de crédit et la surcollatéralisation et la capacité à payer les intérêts par les émettrices, les sociétés émettrices de ce type de produit. Et donc, dans le cas de Strategy, eh bien, Strategy a 60 milliards de dollars de Bitcoin sur le bilan environ, et ils ont émis pour 10, 15 milliards de dollars de produits de crédit digital perpétuel. C'est un autre enjeu important de ce type de produit, c'est que on voit que ce sont des produits, en tout cas cette catégorie-là, qui sont à vocation perpétuelle, avec un taux d'intérêt ou de dividende ici à 2 chiffres, et une volatilité visée étant la plus proche de 0. Donc, on voit que au départ, ces produits ont été lancés à 80 ou 90 pour un pair, c'est-à-dire un prix visé cible, un montant nominal de base de l'ordre de 100 dollars. Et donc, l'objectif de Strategy et de Strive, c'est que ces produits-là traitent le plus de temps possible à 100, puisque dès que le produit est à 100 et qu'il y a la demande au-dessus, eh bien les sociétés peuvent lever davantage de capital, puisqu'il y a un programme d'ATM, c'est-à-dire d'émission de nouveaux titres financiers à ce prix-là, qui permet aux sociétés de lever davantage de capital. Et donc, ce qui s'est passé historiquement, c'est que les 2 produits ont été émis en placements initiaux auprès des institutions et parfois du public, avec des taux de l'ordre de des prix initiaux de l'ordre de 80 à 90, 80 pour SATA et 90 pour STRC, et que, en l'espace de quelques mois, le marché les a plutôt valorisés vers le pair à 100 dollars. Ce qu'on a vu dans les épisodes de forte volatilité Bitcoin, on voit que parfois, eh bien, il y a un petit volatilité sur ces instruments-là. Alors, j'ai une analyse qui est un petit peu simpliste, mais qui peut aider à comprendre comment ces instruments. Le Bitcoin, sur une semaine, a fait moins 15%. Or, SATA et Stretch et notamment, par exemple, Stretch, STRC, est surcollatéralisé sur un facteur d'environ 1 pour 3. Et pour SATA, c'est environ 1 pour 2. Donc, pour chaque Bitcoin qu'ils ont sur le bilan, Strategy a environ 0,3
de notionnel d'instruments émis sur le marché et 0,03 à payer. Donc pour l'illustrer de manière un petit peu plus simple, pour chaque dollar de dividende à payer par stratégie dispose d'environ 50 à 60 dollars de Bitcoin sur son bilan. Mais ce que regarde le marché, c'est que le notionnel, c'est-à-dire la quantité totale de crédit digital émis par stratégie, représente environ 10, 20, 30% maximum, en comptant aussi les instruments convertibles, du bilan total de stratégie. Et donc, eh bien, potentiellement, lors d'une forte baisse du Bitcoin, eh bien, l'instrument STRC, ici, on voit qu'il baisse il baisse moins que le Bitcoin. Il baisse à un facteur de 1 pour 3. C'est-à-dire qu'on voit que, en fait, le Bitcoin a fait moins 15%, là où STRC, lui, a fait plutôt moins 3, moins 4%. Et donc, l'objectif de stratégie et de SATA, c'est bien entendu que ces produits-là restent plutôt au pair. Et pour ce faire, eh bien, elles ont comme outil de pouvoir ajuster le taux d'intérêt, de pouvoir augmenter légèrement le taux d'intérêt chaque mois, par exemple. Et donc ça, c'est ce qu'a fait STRC depuis ses débuts autour de 9,10 vers maintenant 11,5. Et SATA est parti à 12 et maintenant à 13. Donc, les sociétés, en fait, ont la capacité d'augmenter le taux d'intérêt si jamais le marché ne valorise pas suffisamment ce type d'instruments. Et ce qu'on voit, c'est que ces instruments absorbent énormément de la volatilité de Bitcoin. On rappelle quand même que le Bitcoin, sur la période, a fait moins 50 à 60% et que STRC en est à moins 5% aujourd'hui. Donc, et même, il est passé de 90 à 95 sur la période, si on le prend de cette manière-là. Donc, c'est un instrument qui délivre une performance donc potentielle de 2 chiffres de 11,5% par an, avec ici une volatilité observée sur les derniers mois de l'ordre de 3 à 5%. Alors, bon, il y a quelques semaines, on était à 2-3%. Là, on est plutôt autour de 3 à 5. Ceci étant, il faut rappeler que les comparables, quels sont-ils ? Bien, les comparables, c'est par exemple, quand on prend le S&P 500, le S&P 500, il délivre 10 à 15% de performance annualisée par an, mais il a aussi une volatilité de l'ordre de 10 à 15%. Et là, ici, eh bien, on a un instrument qui délivre une performance de l'ordre de 10 à 12-13% entre STRC et SATA, avec une volatilité observée sur les derniers mois de l'ordre de 3 à 5%. Et donc, beaucoup d'investisseurs y voient là une opportunité de pouvoir avoir un potentiel de performance à 2 chiffres et avec une volatilité certes existante. Ce n'est pas un compte bancaire, ce n'est pas un fonds monétaire traditionnel, même s'il y a aussi quelques risques, mais enfin, voilà, c'est un petit peu plus risqué. Et aussi, eh bien, plus de risques, plus de retour sur investissement. Et donc, bien, c'est une nouvelle forme de produit de crédit sur les marchés de capitaux, avec une proposition de valeur qui est que eh bien, c'est un instrument qui a le sous-jacent de Bitcoin comme surcollatéralisation, mais il est surcollatéralisé et donc il absorbe beaucoup de la volatilité de Bitcoin, pas tout, mais une très très grande partie. On voit que c'est moins 50% d'un côté et moins 5% de l'autre. Eh bien, ça rassure beaucoup d'investisseurs. Et de l'autre côté, eh bien, c'est une performance affichée de 2 chiffres avec des dividendes qui sont versés. Et si on met un petit peu tout ça en perspective, eh bien, 5% de baisse par rapport au pair, eh bien, c'est 5 mois de dividendes, tout simplement. Donc, effectivement, les investisseurs dans des produits de ce type-là ne veulent pas avoir une volatilité de 5%. Ils souhaiteraient avoir une volatilité de moins de 1%, voire proche de 0. Mais en même temps, on est au tout début de ces produits et ces produits-là ont fait des choses absolument extraordinaires depuis leur lancement, avec plus de 10 milliards de dollars levés en l'espace de 10 mois. Et donc là, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que au fur et à mesure de chaque cycle où il y a des fortes baisses de Bitcoin, on voit que les baisses du crédit digital se poursuivent un peu, mais elles sont de plus en plus petites. Au départ, on avait vu des baisses de l'ordre de 7-8%, après de 5-7%, et maintenant de 3 à 5%. Et voilà, on peut imaginer un futur où
le couloir de volatilité des produits de crédit digital, si il a vocation à grandir, et c'est ce qu'on peut imaginer, pourrait effectivement avoir une volatilité encore plus faible et attractive pour un plus grand nombre d'investisseurs. Et donc voilà, pas de produits sans risque, et en même temps une volatilité bien maîtrisée par le marché comparé à ce que l'on peut observer sur le Bitcoin. Alors, rien d'affolant, en effet, du côté de STRC et du SATA. En effet, STRC a déjà survécu facilement à plusieurs baisses de ce type et le rendement ne change pas. Donc, tout va bien du côté de stratégie. On va parler maintenant de Bitmain. Alors, on va s'écarter un peu du Bitcoin pour y revenir à la phrase suivante, mais Bitmain qui est une trésorerie, la plus grande trésorerie Ethereum au monde, donc on parle d'une autre crypto-monnaie, mais qui veulent se lancer dans un produit d'action préférentielle, un peu comme STRC, avec un rendement potentiel de 9,5%. Ils ont donc fait une levée de fonds de 300 millions de dollars. Alors, quelle différence entre un produit de crédit digital adossé à l'Ethereum plutôt qu'au Bitcoin et qu'est-ce que ça peut prédire pour l'avenir du digital credit si on le voit apparaître aussi sur d'autres crypto-monnaies? Oui, alors je vais faire un comparable qui peut être assez utile pour comprendre la différence. En fait, imaginons que tu construises une maison et que tu souhaites conserver dans un coffre-fort de la valeur dans le temps, dans ton sous-sol de la maison, et que tu aies le choix entre choisir dans le monde traditionnel, dans le monde en dehors du Bitcoin, hein, tu as le choix entre choisir de l'or et des glaces. Tu choisirais quoi, Rémi? Je choisirais l'or, sans aucun doute. D'accord. Alors, peut-être que cette intuition vient du fait que les glaces fondent et que elles ne maintiennent pas totalement leur valeur au fil du temps. Je prends cet exemple parce qu'en fait, Ethereum est effectivement un autre cryptoactif qui a un cas d'usage précis, qui est un cas d'usage de type industriel, de type utilitaire. C'est comme un ticket de métro. En fait, si tu veux utiliser le métro, eh bien, il faut que tu achètes un ticket de métro. Et en même temps, eh bien, tu ne fais pas des réserves de tickets de métro chez toi pour conserver la valeur de ton temps et de ton travail. Donc, de l'autre côté, il y a Bitcoin, qui est un actif à la rareté absolue, dont le cas d'usage principal est la réserve de valeur à très long terme, puisqu'il a une rareté absolue. Et en plus de ça, eh bien, il est échangeable sur Internet et il a en plus des propriétés qui sont digitales et qui permettent même d'être plus intéressantes que l'or, puisqu'il y a une rareté absolue, alors que l'or, eh bien, on ne connaît pas combien il y a d'offres totales et on peut en miner toujours plus à l'infini. Donc, enfin, l'infini, dans la limite de l'espace, mais enfin, l'espace est grand également. Donc, quand on parle d'un produit de crédit digital, un produit de crédit digital, comme on le rappelait, c'est un produit qui a vocation à être surcollatéralisé par des réserves de capitaux qui ont vocation à préserver, en tout cas dans l'objectif, leur valeur dans le temps. Et donc, si on veut baser les fondations d'une maison sur quelque chose, eh bien, il vaudrait mieux que ça soit quelque chose de solide. Et donc, le Bitcoin, ayant cette propriété d'actifs de réserve, de valeur, comme l'indique d'ailleurs la quasi-intégralité des grands États de ce monde qui ont une stratégie d'investissement long terme, comme les États-Unis, comme la Norvège, comme les Émirats arabes unis, comme la Suisse, le Luxembourg, et même d'ailleurs la Chine qui en détient également, et la Russie, et l'Iran, et le Salvador, et de nombreux États dans le monde, mais notamment les États-Unis, avec leur réserve stratégique qui a été promulguée il y a maintenant près d'un an et demi. Eh bien, quand on utilise le Bitcoin, on a la capacité d'avoir un actif
qui peut permettre l'émission de produits de crédit sur le long terme et même à titre perpétuel. Alors que quand on a de l'Ethereum, eh bien, l'Ethereum, il n'y a pas de limite sur l'offre d'Ethereum. Il y a une capacité d'émission d'Ethereum complètement illimitée. Et la capacité d'émission d'Ethereum complètement illimitée, eh bien, ça correspond à une glace qui fond au soleil. Donc, on ne, a priori, eh bien, émettre un produit de crédit perpétuel au-dessus d'une glace qui fond au soleil, ce n'est pas forcément une idée formidable. Donc, bien il y a Bitmain qui est l'acteur qui a accumulé le plus d'Ethereum en tant que société cotée aux États-Unis, qui maintenant se lance dans un produit perpétuel de type STRC aux États-Unis. Et donc, c'est à la fois une bonne nouvelle puisque on voit que c'est un produit qui a du succès et qui donne envie d'être répliqué pour de nombreux autres acteurs. Et en même temps, on se rappelle aussi que l'année dernière, les Bitcoin Treasury Companies qui avaient bien fonctionné ont été suivis par des Ethereum Treasury Companies, des Solana Treasury Companies, et que beaucoup d'investisseurs ont eu quelques regrets par rapport à ces évolutions-là. Donc, on espère que, in fine, Bitmain utilisera les fonds pour acheter du Bitcoin au lieu d'acheter davantage de glace qui fondent au soleil. Mais en tout cas, c'est une évolution qui est à observer, à surveiller, puisque a priori, le produit fait du sens avec un actif de réserve de valeur à long terme. Et si on a un actif qui fond au soleil, eh bien potentiellement l'élément de surcollatéralisation, l'élément de capacité de crédit sur le temps long pourrait être remis en question pour de type d'acteurs qui détiendraient un actif qui, sur une période de 5 à 10 ans, n'aurait pas de surperformance par rapport au reste des actifs à l'échelle mondiale. Donc en tout cas, on leur souhaite bonne chance, mais on espère qu'ils achèteront du Bitcoin avec ces capitaux-là. Voilà, donc une bonne expérimentation à surveiller malgré tout, et ça met encore la lumière sur le digital credit de manière plus globale, donc c'est plutôt intéressant, et voilà, on verra ce que ça donne cette tentative de Bitmain, et on leur souhaite du succès et de pouvoir acquérir du Bitcoin, en effet, comme tu l'as dit. Alors, on va reparler un petit peu de ce mois de juin qui commence en baisse pour le Bitcoin, parce qu'il y a eu aussi du côté de Moongox, qui était cette fameuse plateforme qui s'est crashée, disons-le comme ça, une plateforme en faillite qui était l'une des plus grandes au monde. Et comme tu le disais, donc beaucoup d'acteurs surveillent les portefeuilles, et celui de Moongox, qui détient encore pas mal de Bitcoin, a fait un transfert de plus de 10 000 Bitcoins, soit près de 740 millions de dollars. Alors, est-ce que c'est quelque chose à surveiller, ou est-ce que c'est moins important qu'il n'y paraît, ce transfert de Bitcoin de la part de Moongox? Oui, c'est pas très significatif. En fait, ça fait toujours des émules puisque quand il y a des transferts de montants importants de Bitcoin, souvent ça va vers des plateformes d'échange et souvent ils sont vendus. Donc c'est tout à fait possible. Ce qui se passe avec Moongox, c'est qu'effectivement c'était un échange qui avait été hacké dans les années 2010, en 2013 environ, et comme tu disais, et qui les fonds ont pu être retrouvés, en tout cas pour certains, et bien ils sont distribués au fur et à mesure aux anciens détenteurs qui avaient ces bitcoins-là à l'époque, et donc bien à chaque fois que Moongox renvoie des montants qui ont été retrouvés vers les détenteurs originaux de ces bitcoins-là, si ces détenteurs en avaient acheté 10 000 pour 10 000 dollars et que maintenant ces 10 000 valent en fait 10 milliards, ou 1 milliard, pardon, ça peut donner envie à certains d'en vendre une partie, puisque d'un investissement de 10 000 dollars, ils sont passés à 1 milliard de dollars, donc ils ont peut-être envie de s'acheter une maison, par exemple. Mais voilà, mis à part ça, c'est pas très significatif.
beaucoup de personnes qui étaient dans le Bitcoin dans les années 2010, en fait, c'était des Bitcoiners convaincus à l'époque et ils le sont certainement d'autant plus aujourd'hui. Et donc, pour beaucoup, ils vont en garder une très grande proportion, tout simplement. Parce que beaucoup d'entre eux vivent sur un standard Bitcoin. Et puis, on parle de 10 000 Bitcoins. Il faut rappeler que quand Michael Saylor achète des fois pour 20 000 Bitcoins ou 30 000 Bitcoins sur une semaine, il ne fait même pas bouger le prix du Bitcoin. Donc, ou alors très très peu. Donc, et encore, même si le prix bouge, c'est parce que d'autres acteurs savent que Stratégie achète et donc ils achètent à côté, par exemple. Donc, bon, voilà. Finalement, c'est toujours des événements que le marché observe, mais en termes d'importance réelle, ce n'est pas très structurant. Ce qui est plus structurant, c'est aujourd'hui les éléments macro de liquidité mondiale et de comportement de leverage sur les grandes plateformes de cryptoactifs sur lesquelles on peut voir beaucoup de mouvements de marché. Alors, j'imagine qu'il reste encore un peu de Bitcoin du côté de Moongox à redistribuer, mais en effet, on peut comprendre ces créanciers qui récupèrent enfin un Bitcoin qui ne leur était plus, qui n'était plus en leur possession pendant des années. Donc, on peut aussi comprendre que certains décident de le vendre. Mais voilà, rien d'inquiétant ce sera vite oublié, j'imagine, cette histoire de Moongox, voilà, qui commence à dater, mais qui a encore un peu d'effet, en tout cas sur les investisseurs, plus que sur le marché. Alors, on va revenir du côté de nos chers Treasury Company. J'ai entendu dire que Capital B avait encore accumulé du Bitcoin. Vous en avez acheté encore 4, il me semble. Et il y a Strive aussi de leur côté qui en ont acheté plus de 2500. Alors, est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes chez Capital B et ensuite nous parler un peu de Strive et où est-ce qu'ils en sont de leur côté également? Oui, alors c'était vraiment une excellente nouvelle pour Strive puisque ils ont quand même acheté un montant conséquent pour 2500 BTC pour arriver à 19 000 BTC. C'est tout à fait conséquent et ça démontre vraiment la puissance que peut ajouter du crédit digital sur le bilan d'une société. En revanche, je rappelle quand même que ce n'est pas de l'argent et du Bitcoin gratuit. Derrière, il y a quand même un engagement de la société sur un produit de crédit perpétuel avec des obligations de paiement. Donc, il faut l'analyser à l'aune de ce prisme. De manière notable, Strive est passé à un taux d'amplification de levier, en fait, même s'il n'y a pas de risque de liquidation. C'est pour ça que on appelle plutôt ça amplification, puisque Strive peut payer les dividendes chaque année et le prix du Bitcoin peut descendre de 90%. Strive n'est pas liquidé. Donc, il faut vraiment quand même distinguer les deux. Mais en tout cas, il y a une forme d'effet de levier, il y a une forme d'obligation long terme pour Strive qui est aujourd'hui, en termes de notionnel, c'est-à-dire en termes de montant total levé sur ce produit de crédit digital SATA, qui représente aujourd'hui 60% de la valeur des bitcoins sur le bilan, mais c'est à mettre aussi au regard de la taille effective des dividendes annuels de Strive. Et donc, en fait, les dividendes de Strive sont aujourd'hui de 13% par an. Donc, si on fait les maths de manière très rapide, eh bien, on peut relativement diviser par 10 la valeur de levier exact sur une année en termes d'obligation de paiement. Et donc, on tombe plutôt autour de 6-10% pour Strive, qui est tout à fait faible en réalité en termes d'obligation par rapport à la taille de leur bilan. C'est-à-dire que ils vont avoir quelques centaines de millions de dollars à payer en intérêts, et de l'autre côté, eh bien, ils ont 1,3,5 million de Bitcoin, 1,3,5 milliard de Bitcoin sur leur bilan. Et donc, c'est ça qui fait justement cet élément de surcollatéralisation qui fonctionne très bien pour une société qui a cet horizon long terme, pour une société qui croit bien sûr dans la performance potentielle future du Bitcoin et qui souhaite ajouter du Bitcoin avec un instrument perpétuel sans date de maturité. Et pour Capital B, eh bien,
on a eu le plaisir de pouvoir acheter 4 BTC supplémentaires. On en est aujourd'hui à 3139 bitcoins sur le bilan. Et notre objectif, eh bien, c'est d'aller vers le potentiel des marchés de crédit digital et de tirer parti potentiellement de cette opportunité. Alors, bien sûr, il n'y a rien de certain, hein, mais en tout cas, on voit bien que c'est l'opportunité la plus grande aujourd'hui dans les marchés Bitcoin et que Capital B a le potentiel, en tout cas, d'aller vers cet objectif. Et c'est notre objectif le plus important dans la société aujourd'hui. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a la chance chez Capital B de n'avoir aucune dette d'un point de vue en euros par rapport à l'implémentation de notre stratégie de Bitcoin Treasury Company, bien sûr, séparée de l'activité opérationnelle pure. Hein. Mais voilà, cette absence de levier en euros dans le cadre de notre stratégie de trésorerie Bitcoin fait que le potentiel du marché du crédit digital est grand pour des sociétés comme Capital B et pourrait nous permettre d'accélérer notre stratégie de Bitcoin Treasury Company sans présager bien sûr des éléments de prix de marché. Et je rappelle à chacun de faire sa propre analyse de risque et d'analyser ce secteur avec une vision long terme et avec sa propre analyse bien entendu. Eh ben, on souhaite en tout cas à Capital B de continuer d'accumuler du Bitcoin et on a hâte de découvrir potentiellement dans les mois ou années à venir du digital credit arriver chez vous. Eh ben, merci beaucoup Alexandre, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner au Revenu en kiosque et sur tous les réseaux. Et si vous êtes intéressé par ce que propose Capital B, n'hésitez pas également à vous rendre sur leur site web. Merci beaucoup Alexandre, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain Weekly Bitcoin. Merci beaucoup Rémi, à très bientôt. À bientôt, au revoir.